bonsoir à tous. À la une de ce journal, le rapport d'enquête sur la catastrophe d'Ezeka reste encore silencieux sur le sort réservé aux disparus. C'est du moins ce que regrettent des avocats réunis dans un collectif pour apporter une assistance juridique aux victimes du drame ferroviaire. Pendant ce temps, la classe politique évoque des zones d'ombre autour des responsabilités des différents ministères impliqués dans la gestion de cette catastrophe ferroviaire survenue le 21 octobre 2016. Analyse et décryptage à suivre dans ce journal. La région des Grands Lacs est elle aussi confrontée à des crises sociopolitiques en Afrique, ce qui plombe le développement économique de l'Afrique de l'Est. Le président ougandais Yoweri Museveni pose le regard sur l'avenir de l'Afrique dans un entretien accordé à Alain Foucault. C'est à suivre en deuxième partie de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République qui lève un pan de voile sur le principal responsable du drame ferroviaire, mais aussi les causes immédiates de cette catastrophe survenue le 21 octobre 2016 à Ezeka, mais rien n'est dit sur le sort réservé aux nombreux disparus qui avaient emprunté ce train de la mort le 21 octobre 2016. C'est du moins ce que regrette un collectif d'avocats qui apporte une assistance juridique aux victimes et aux ayants droit à la suite de cette catastrophe ferroviaire. Les concernés, eux aussi, réagissent à l'annonce du déblocage d'1 milliard de francs CFA en complément d'assistance aux victimes de cette catastrophe ferroviaire. Mitterrand Dam et Donald Brice Kamgan. C'est toujours l'âme aux yeux que Silange Cap évoque la mémoire de sa sœur cadette. Elle a été prématurément arrachée à la vie dans le drame ferroviaire du 21 octobre 2016 à Ezeka. Chaque fois que je vais au village, je suis seul à entretenir la tombe. Donc je la vois toujours. Est-ce que tu crois qu'on peut oublier? Je pensais que c'est elle qui devait m'enterrer. Voilà. 7 mois après la tragédie, cet étudiant n'a toujours pas retrouvé certaines de ses facultés, en plus de ne pas pouvoir poursuivre ses études. Oui, quand par exemple je prends un document quelconque pour me mettre à la lecture, je commence très bien, mais 15 minutes après, j'ai le sentiment que j'en ai déjà trop fait et qu'il faut arrêter. Mais je continue quand même. Mais au bout de 45 minutes, ça devient insupportable. Par exemple, mes moments de désir, par exemple avec une fille, je ne peux pas, parce que je n'arrive pas. Donc l'érection, ça me donne tout un mal de nerfs inconfortable. La promesse de déblocage d'1 milliard de francs CFA à titre d'assistance aux victimes du train 152 est favorablement accueillie par les victimes qui s'interrogent cependant sur les ressorts de la dotation. Il faut que nous ayons aussi les mêmes indemnisations qu'on aurait pu donner à un Français. Il faut qu'on soit dédommagé vraiment d'une manière juste. On ne sait pas déjà à combien de personnes ça sera reparti et combien peut-être chaque victime va percevoir. Déjà, il y a 3 catégories de victimes, les disparus, les décédés et non les simples blessés. Indemnisation et non assistance, tout ce jour-là. Une indemnisation. Nous pensons que les blessés, tout comme les familles des décédés, ont droit à une indemnisation. Les avocats des victimes de la tragédie disent garder foi en la procédure pendante devant le tribunal de première instance de Bonadjo et visant à faire intégrer les disparus dans la chaîne des victimes. Ils disent par ailleurs attendre le rapport d'enquête, précisant que c'est un communiqué sur le rapport qui a été publié et non le rapport lui-même, comme beaucoup l'affirment. Et tous les responsables de cette catastrophe ferroviaire sont dans le viseur de la justice. C'est l'une des prescriptions faites dans le rapport d'enquête sur le drame ferroviaire survenu le 21 octobre 2016. Et le transporteur Camrail, principal, mis en cause, est appelé à accélérer le processus d'indemnisation des victimes. Le gouvernement qui exige également un audit de la concession du chemin de fer qui a été mise en place depuis près d'une quinzaine d'années. Des précisions avec Donald Agnouzwa.
Le rapport d'enquête de l'accident ferroviaire des Eka survenu en 2016 et dont la publication vient d'être faite est assorti d'une batterie de mesures prescrites par le président de la République. Paul Biya convoque en premier l'audit de la convention de concession signée le 19 janvier 1999 entre l'État du Cameroun et la société Camrail et des 2 avenants conclus en 2005 et en 2008. L'autre prescription concerne l'ouverture de discussions entre les partenaires au sein de Camrail pour une plus grande présence de l'État dans la dite société et une meilleure prise en compte des préoccupations sociales, notamment l'activité de transport voyageurs, la création à brève échéance de la société de gestion du patrimoine du chemin de fer prévue dans la dite convention, qui sera chargée de l'entretien du réseau ferré ainsi que des projets de modernisation et d'extension de la voie ferrée. Les conclusions de ce rapport d'enquête prévoient aussi la prise des sanctions appropriées à l'encontre des responsables dont l'implication dans l'accident est reconnue, ainsi que la transmission à la justice du rapport d'enquête pour qu'elle en tire toutes les conséquences de droit. Le président de la République a aussi décidé de débloquer une somme de 1 milliard de francs CFA pour une assistance complémentaire à verser aux victimes ou à leurs ayants droit. S'agissant de l'amélioration de la gestion par les pouvoirs publics des situations d'urgence, le chef de l'État ordonne le renforcement du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et risques majeurs. Le président Paul Biya a également prescrit l'érection d'une stèle du souvenir à Ezeka pour la commémoration de cette tragédie. L'annonce de l'audit de la concession du chemin de fer suscite des interrogations sur ce modèle de privatisation et le non-respect des engagements contractuels entre les opérateurs privés étrangers et le gouvernement camerounais. C'est dans ce reportage signé Guy Zogo. Les prescriptions de Paul Biya pour une relecture du contrat de concession de Camrail relancent le débat sur les privatisations au Cameroun. Il appelle, selon Célestin Tchakounte Lengue, auteur du livre « Les privatisations en Afrique », l'exemple du Cameroun, que les privatisations telles que menées au Cameroun au plus fort de la crise économique ont eu un goût d'inachevé. Dans mon livre, il y a toute une partie où j'explique que j'appelle la privatisation inachevée. Cette partie est en train de relever l'ensemble des points qui ont été un échec dans les privatisations. Et un de ces points, justement, c'est l'absence de suivi des privatisations, l'absence de suivi de la concession. Et c'est là où le Cameroun a péché, faute notamment d'un suivi plus rigoureux. Quand nous mettons en place des concessions, nous devons également faire un suivi périodique pour nous assurer que ces concessions, non seulement sont faites selon les termes de référence qui ont été arrêtés, mais également pour nous assurer que ces concessions répondent bien aux objectifs que nous étions fixés au départ. Il est donc question d'assurer une meilleure prise en charge des privatisations afin de garantir des résultats efficients. Dès qu'on met en place une concession, il faut revisiter, 1, pour s'assurer que ça fonctionne normalement, 2, pour s'assurer qu'on atteint les objectifs nécessaires. Maintenant, si ce n'est pas atteint, il faut repartir point par point dans les concessions. Ce qui ne fonctionne pas, on les refait pour que ça fonctionne normalement. Surtout, il n'est pas question de remettre tout à plat en renonçant aux privatisations. Que l'État reprenne les entreprises, qu'elles redeviennent publiques, je suis absolument contre. C'est l'entreprise privée qui produit les richesses, qui crée des emplois. Ce n'est pas l'État. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Un des problèmes que nous avons sur le plan économique, c'est que l'État fait tout, et s'il fait tout, il fait tout mal. Donc la privatisation ne peut pas être remise en question. Si elle est remise en question, ce sera une erreur monumentale. En somme, une vraie feuille de route sur les privatisations dont Yaoundé pourrait bien s'inspirer. La classe politique réagit au lendemain de la publication des résultats de l'enquête sur le drame ferroviaire des Eka. Le CPP déplore un rapport biaisé qui semble dédouaner toute responsabilité des différents ministères en charge des différents aspects en raison de la gestion de cette catastrophe ferroviaire survenue le 21 octobre 2016, des zones d'ombre qui sont identifiées dans ce reportage signé Éric Martial Ndiomo. La réaction première de nombreux Camerounais au regard du rapport est que Paul Biya a pris le soin de blanchir les membres du gouvernement, acteurs proches ou lointains de cette tragédie des Eka.
D'abord, le ministre en charge des Transports. Au cours de la journée du 21 octobre 2016, jour de l'accident, il avait fait une sortie sur les antennes du poste national pour préciser qu'il avait ordonné des mesures spéciales pour faire partir un nombre important de passagers dans ce train 152. Je prescris à la caméra et compte tenu de la gravité de la situation, de mettre en œuvre des mesures spéciales additionnelles pour accroître la capacité de ces trains. Plus tard, plusieurs responsables de Camrail avaient abondé dans le même sens. Ensuite, le ministre de la Santé publique, la prise en charge des victimes les premières heures après l'accident a laissé à désirer un meilleur plateau technique à l'hôpital des Écarts et une meilleure organisation des secours aurait, selon certains témoins, épargné de nombreuses vies. Plus encore, 7 mois après la catastrophe, l'on continue à assister à une guerre des chiffres sur le nombre exact de victimes. De nombreux voyageurs ce jour-là n'étaient pas enregistrés. Plusieurs étaient debout dans les wagons. Partant de ce postulat, on s'interroge sur la répartition qui sera faite de 1 milliard de francs CFA, dont le déblocage a été ordonné par Paul Biya pour venir en aide aux victimes. Probablement à ce niveau, la réalité des chiffres pourrait être bien au-delà de ceux officiellement annoncés. À suivre dans ce journal, une enquête au cœur de la filière avicole qui bat de l'aile plus d'1 an après le déclenchement de la grippe aviaire. Mais avant, il y a un air de liberté conditionnelle qui émane du tribunal militaire de Yaoundé où Maître Akbor Kongo et le docteur Fontem, 2 leaders du consortium de la société civile anglophone qui pourraient sortir de prison et comparaître libres. L'État du Cameroun exige la mise sous surveillance judiciaire de ces 2 personnalités et le tribunal militaire doit se prononcer le 7 juin, date de la prochaine audience devant le tribunal militaire. Des précisions avec Élisée Bogba et Aïk Cyril. À défaut de bénéficier d'une libération pure et simple, Dr Fonté et Maître Kongo pourraient être placés sous surveillance judiciaire. Le ministère public n'a pas trouvé d'objection à la demande des avocats des 2 leaders anglophones. Mais il faudra encore attendre l'audience du 7 juin prochain pour que le tribunal militaire se prononce sur la question. On a simplement écouté aujourd'hui les réquisitions du ministère public sur la demande de remise en liberté que nous avons formulée à l'occasion de la dernière audience. Et le ministère public a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la remise en liberté à condition qu'elle soit assortie d'une mesure de surveillance judiciaire. Le tribunal a mis sa décision en délibéré pour une décision qui devra intervenir en principe le 7 juin prochain. On n'a pas encore la décision, mais on a au moins un avis favorable du ministère public. Au départ, la demande de mise en liberté provisoire était formulée uniquement pour Dr Fonté et Maître Kongo. Mais les avocats de la défense ont souhaité qu'elle soit étendue à l'ensemble des détenus de la crise anglophone. Le tribunal militaire n'a pas accédé à cette autre demande. On n'a fait qu'une moitié du chemin, et même encore, la moitié du chemin. Je pense que l'autre moitié, on l'aura faite lorsque le tribunal nous aura donné entièrement raison pour ces 2-là. Et si le tribunal devait aller au-delà et faire droit de la demande de remise en liberté pour tous les autres, on ne serait pas mécontent. Parce qu'un avocat, quoi qu'on dise, il défend la liberté avant tout. Et si la liberté de son client est importante, la liberté de toutes autres personnes, surtout quand elles sont poursuivies pour les mêmes causes, dans le cadre de mêmes éléments, de mêmes chefs de poursuite, elle est parfaitement identique. Donc je place la liberté de toutes les personnes concernées sur un pied d'égalité, et si elle n'est pas effective dans les prochains jours, on continuera à se battre pour que eux aussi, à la suite des autres, puissent recouvrer leur liberté. Le procès des personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone est loin de connaître son épilogue. Les débats ne pourraient véritablement s'ouvrir qu'après l'audience du 7 juin prochain. Contre toute attente, une conférence débat sur la violation des droits humains a été interdite à Yaoundé. Pourtant, les organisateurs, Amnesty International et Nouveaux Droits de l'Homme souhaitaient faire entendre le gouvernement sur la persistance des dérives observées dans les procès relatifs à la lutte contre le terrorisme. Et l'un des cas les plus alarmants, c'est la récente condamnation de 3 jeunes étudiants à 10 ans de prison pour avoir partagé une blague via des SMS sur Boko Haram. Des précisions avec Marcelin Gansop.
Après une chasse à l'homme, sanctionnée par l'interdiction de l'échange autour de la situation préoccupante des droits de l'homme au Cameroun, c'est finalement au siège de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme que le message étouffé en matinée par l'autorité administrative a été passé. Il concerne le cas de 3 jeunes Camerounais condamnés à 10 ans de prison par le tribunal militaire le 5 octobre 2016 pour avoir relayé un SMS sarcastique sur Boko Haram, lequel SMS disait « Boko Haram recrute des jeunes de 14 ans et plus. Conditions de recrutement, avoir validé 4 matières et la religion au baccalauréat. » On ne peut pas au Cameroun, en 2017, condamner des gens pour avoir envoyé un SMS. On pense que le gouvernement, s'il y avait des soupçons effectivement de recrutement, peut-être devait faire mieux, rechercher qui était l'auteur, qui était à l'origine du SMS. Parce qu'en fait, même le motif de la décision, c'est non-dénonciation. Mais écoutez, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on imagine que moi, je savais que vous aviez fait un SMS quelque part, je suis pas allé dire à qui que vous devez faire un SMS. Ça dit qu'on a un contexte où on peut condamner des gens pour rien. Ça dit qu'aujourd'hui, vous êtes un élève, demain, vous êtes un terroriste. Pour les défenseurs des droits humains, ces condamnations mettent à nu les imperfections de la loi du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme. Une loi que Nouveaux Droits de l'Homme juge dangereuse au regard de son application actuelle. Nous avons un premier problème, c'est la définition. Vraiment, tout le monde est potentiel terroriste au Cameroun. Et vraiment, ça fait peser sur nous un réel danger, nous en tant que défenseurs. Parce que c'est notre action substantielle, n'est-ce pas? Dire ce qu'on ne veut pas entendre, dire qu'il y a eu violation. Et maintenant, on vous parle d'apologie. Vous avez vu qu'Abamenda, ce n'était pas Boko Haram, n'est-ce pas? C'était des gens qui se sont levés pour manifester. Et vous savez quel motif on a utilisé? Coaction de terrorisme. Vous pouvez me dire pourquoi? Parce qu'on a manifesté. Mais c'est un droit de manifester. La réalité, c'est ça, c'est que c'est une loi qui est tellement ouverte et c'est pour ça qu'on parle de dangereuse. Cameroun, protéger nos droits dans la lutte contre le terrorisme. Tel est le thème de la conférence débat que Nouveaux Droits de l'Homme entendait animer avec Amnesty International et d'autres défenseurs des droits humains. Mais le sous-préfet désormais à la retraite de Yaoundé 1er l'a interdit pour menace de troubles à l'ordre public. Sur le marché, le poulet de chair se fait de plus en plus rare. Des clients boudent face à la flambée des prix et les commerçants détaillants se plaignent des mesures de commercialisation et bien sûr de mouvement des produits avicoles dont l'interdiction est maintenue depuis de nombreux mois, notamment relatif à la gestion de la grippe aviaire survenue l'année dernière. Des commerçants détaillants qui sont aux abois et des clients qui boudent et qui se tournent désormais vers des pondeuses désormais plus accessibles. C'est le constat que fait nos reporters Gladys Sidier et Equa Claude dans ce reportage. Le malaise persiste après la grippe aviaire de 2016. Il y a juste un an, le Cameroun faisait face à une épizootie de grippe aviaire et pour y mettre fin, des milliers de volailles avaient été tuées. Les conséquences de cette grippe aviaire de 2016 se font ressentir actuellement sur le marché de la volaille. Le poulet de chair est rare et très coûteux. La pénurie des poulets sur le marché, c'est une conséquence de la grippe aviaire. Parce que lors de la grippe aviaire, on a détruit beaucoup les souches des parentaux. Ce qui fait que maintenant, progressivement, il faut encore régénérer. Il faut encore de nouvelles souches qui peuvent donner les œufs. Les poulets qu'on vendait avant à 1800, voire même 2000 francs, aujourd'hui on vend sur le marché à 3000. Les commerçants du lieu dit marché des chèvres à Douala vivent des moments difficiles. Ils se plaignent des prix pratiqués par les grossistes installés dans les principaux bassins de production avicole. On vient au marché là, on reste en cause nous comme ça, on rentre parce qu'on n'a plus les poulets. Les poulets qu'on nous sortait à 2100 francs, aujourd'hui on nous donne à 2900, 3000. On n'arrive pas à vendre à 3300 ou 3200. La ménagère ne veut pas comprendre ça. Avant, on pouvait vendre même 5 poulets par jour. Maintenant, même pour vendre 10, c'est le problème. Voilà tout ça là-bas derrière. Il fait quoi avec ça? On va rentrer par là, c'est cher. On va au magasin, les souris mangent.
L'on découvre que dans la plupart des cas, la volaille proposée aux clients n'atteint pas la maturité. Au lieu des 40 à 45 jours requis d'après les vendeurs, le poulet se retrouve dans les assiettes après seulement 25 à 30 jours d'élevage. Le poulet en principe, c'est 45 jours. Hein. Le poulet est cher. Il faut 45 jours, 40 à 45 jours, pour qu'on puisse avoir vraiment de bons poulets. Parce que moins de ça, comme c'est que certains de mes collègues anticipent pour vendre sur le marché, ça a encore beaucoup d'antibiotiques, ce qui n'est pas bien pour la santé. Les ménagères et autres vendeurs de poulets à la braise ont du mal à s'adapter à cette réalité. Les portions de viande proposées aux adeptes de poulet braisé ont diminué de plusieurs grammes. Il n'y a pas de poulet au marché à l'heure actuelle. C'est les petits poulets qu'on nous vend maintenant au marché. Le genre là peut provoquer la maladie. Maintenant, c'est 2600, 2700. Dès que les poulets c'est cher, dès que c'est cher, dès que c'est petit, on vend comme ça, il faut trouver 100 francs. Parce qu'on vend ça comme ça, 250, on ne mange pas. Obligé, on vend ça 200 comme ça. La pénurie du poulet se fait aussi ressentir dans les autres villes, en dehors de Douala. Un an après le déclenchement de la grippe aviaire, la filière avicole bat de l'aile, notamment dans la région de l'Ouest. L'on note que le maintien de l'interdiction de la circulation des produits avicoles plombe le redécollage d'un grand bassin de production dans le département de la Mifi, alors qu'aucun nouveau cas de grippe aviaire n'a été détecté ces derniers mois. Des agriculteurs ont du mal à comprendre le refus des autorités de refuser la levée des restrictions. Nos reporters Dalastiana et Jean Pochouniat ont mené l'enquête dans des fermes avicoles pour comprendre la persistance d'une crise inexpliquée du côté de la région de l'Ouest. Reportage. 23 mai 2016, 23 mai 2017. Un an jour pour jour que le secteur avicole à l'Ouest Cameroun continue de subir les contre-coups de la grippe aviaire qui en son temps avait décimé des milliers et des milliers de volailles. Depuis un an donc, la suspension administrative fait tourner l'activité au ralenti. Premier arrêt, le marché témoin, espace qui avait été aménagé pour caser les vendeurs de poulets en vue de mieux circonscrire la maladie. De la soixantaine de commerçants au départ, il en reste à peine 5. Ils ont abandonné les comptoirs faute de rendement. Il y a les marchés poulets de gauche à droite, on ne sait pas. On reste là, les poulets meurent de gauche à droite. On met les poulets sur le marché, ça fait une semaine, pas de clients. Le local d'abattage et de nettoyage des poulets, grouillant autrefois de monde, a fermé ses portes, tout comme l'unité vétérinaire a levé le camp sans crier gare. Deuxième escale, le marché Casablanca, réputé pour la vente de la volaille et ses dérivés. Ici, les volumes de vente ont drastiquement diminué. Stéphane ne sait plus où mettre la tête. Avant la grippe aviaire, nous les payons vendait environ 100 Aujourd'hui, ça fait comme 20 poulets. Surtout qu'il n'y en a même pas. Face à la forte demande, le prix des offres a flambé. Les quelques bêtes disponibles se vendent à prix d'or. En voici une de 4 kg qui coûte 8000 francs. Avant la grippe aviaire, on retrouvait les poulets de 1700, 2000, 2200. Les poulets de 1700 coûtent aujourd'hui 3500. Les poulets de 2000 d'avant coûtent aujourd'hui 3800 et ainsi de suite. Consommateur de la première heure, Papa Mathieu tourne en rond depuis une bonne heure sans trouver un poulet à son goût, encore moins à son portefeuille. Quand moi je cherche les poules, je ne vois pas ma qualité. Qu'est-ce que les vendeurs disent? Ils disent que c'est un peu rare. Leur comptoir scellé depuis un an. Les vendeurs de poulets faute d'abri ont envahi l'entrée du marché au péril de leur vie. Au marché Casablanca comme au marché témoin, les gallinacées dites poules du village gagnent bien du terrain. Plus loin, au marché B, la flambée des prix touche l'alvéole 2. 500 francs en plus par rapport à l'avant-grippe aviaire. Avant la grippe aviaire, le plateau des gros coûtait 1350, le plateau de moyen 1300. Aujourd'hui, après la grippe aviaire, aujourd'hui c'est 1800. Occupant jadis tout cet espace, les vendeurs d'œufs ont diminué, passant d'une vingtaine à moins de 5 aujourd'hui. Vendeur d'œufs à notre passage ici l'année dernière, Basile a pris un virage à 90 degrés pour la poissonnerie.
de s'en déplacer plus comme c'était ça avant. C'est pour ça que moi j'ai préféré d'abandonner pour cela. Dans la chaîne de production avicole, les vendeurs d'aliments peinent à écouler les stocks de produits, tout comme les fermiers tirent le diable par la queue. Et voici une dame à visage couvert. Elle égrène son chapelet de difficultés et le risque d'extinction de toute une filière dans la région. Ça ne sert à rien de dire qu'il y a la grippe aviaire quelque part, on n'éteint pas le foyer, on ne fait rien et on maintient la sanction. Quand il y a une chose pareille, il y a une quarantaine de 90 jours. Au bout de 90 jours, on va tuer de plus dans la zone et puis lancer les choses. Bon, je ne sais pas si 90 jours voulait dire 90 jours. Régulièrement en concertation avec le gouvernement, courage et patience sont les seules illusions d'espoir servies à l'interprofession avicole pour perfuser ses membres à tenir bon. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement nous demande de rester vigilants et de s'assurer que la maladie n'évolue pas. Donc voilà à quel niveau on se retrouve. Mais en matière de relance, c'est pas encore arrêté, rien n'est encore planifié. On continue à attendre. Certains ont même déjà vu les banquiers saisir leurs biens immobiliers pour compenser leurs dettes. Pourquoi ne lève-t-on pas la suspension administrative en dépit de toutes les mesures prises pour éradiquer la grippe aviaire? Nous ne comprenons pas comment un virus peut résister pendant un an. Est-ce que vous avez saisi la délégation régionale? Nous les saisissons au fur et à mesure, ils ne nous disent rien. Ils disent qu'eux-mêmes, ils ne savent plus à quel sens se vouer, ils ne nous disent rien. Rendu à plusieurs reprises à la délégation régionale du Ménépia pour l'Ouest pour avoir le point sur la prévalence ou non de la maladie, nous lançons en guise de réponse. Le maître des lieux est très occupé. Bien sûr, acquiescent les reporters très conscients que le délégué médecin-chef en soins animaliers se triture les méninges dans son bureau laboratoire à longueur de journée pour trouver la formule magique du médicament à même de tuer un virus H5N1 à la résistance de son voisin du VIH-Sida. La situation économique se dégrade davantage en Afrique centrale. Le comité de politique monétaire s'est réuni en session extraordinaire pour réajuster sa stratégie visant à reconstituer les réserves de change de la CEMAC. Compte rendu, Guy Zogo. La tendance baissière des réserves de la Banque des États d'Afrique centrale, BEAC, ne s'estompe pas. C'est l'annonce faite par le gouverneur de la BEAC à l'issue de la session extraordinaire du Conseil de politique monétaire de cette institution. Force est de constater qu'en dépit des mesures prises et mises en œuvre, la tendance baissière des réserves de change est encore loin de se retourner. En conséquence, la présente session extraordinaire du CPM a adopté aujourd'hui même des mesures additionnelles en vue de consolider nos réserves. De nouvelles mesures sont donc prises pour assurer la stabilité monétaire de la zone BEAC. Il s'agit de la réduction de 20% des objectifs de refinancement de deux pays dont la position en compte d'opération est débitrice, la baisse de 10% de l'objectif de refinancement de tout pays dont la position en compte d'opération est créditrice, mais dont le ratio du solde en compte d'opération sur la situation fiduciaire est inférieur au seuil minimum de 15%. La réduction complémentaire de 10% de l'objectif de refinancement de tout pays dont la position créditrice en compte d'opération deviendrait débitrice après qu'il ait enregistré une réduction de 10% de son objectif de refinancement sur la base du ratio du solde en compte d'opération sur la circulation fiduciaire. Cela conjointement avec les réformes budgétaires menées par les différents gouvernements et les discussions en cours avec le FMI. Les mesures de politique monétaire que nous prenons sont complémentaires des efforts d'ajustement budgétaire fournis actuellement par les États membres, dont plusieurs sont en négociation avancée avec le Fonds monétaire international. Si donc la BEAC souligne qu'elle a conscience que les mesures prises jusqu'ici pour juguler la petite santé monétaire de l'Afrique centrale ne sont pas suffisantes, elle a néanmoins bon espoir que la situation se redresse. Nous sommes dans un cadre global où chacun doit jouer sa juste partition. Les États mettre en place des politiques de finances publiques soutenables, avoir un niveau d'endettement bien maîtrisé et mener aussi des réformes structurelles, diversifier les bases économiques.
La réponse à ce défi est attendue lors de la prochaine sortie de l'institution monétaire. Dans l'escale internationale en Côte d'Ivoire, une nouvelle mutinerie a dégénéré. 4 ex-rebelles ont été tués hier mardi et une quinzaine de personnes blessées lors d'une dispersion de ces ex-mutins qui revendiquent eux aussi des primes à Bouaké en Côte d'Ivoire. Des précisions avec Julienne Berthe-Bissaye. Des centaines de démobilisés ont occupé ce lundi le corridor sud de la ville de Bouaké, bloquant la circulation sur la voie internationale. Hier mardi, 4 des leurs ont trouvé la mort au cours de la dispersion de leur attroupement par les forces de sécurité et une quinzaine de personnes blessées. Les corps ensanglantés ont été amenés au centre hospitalier universitaire de Bouaké. Le ministère de l'Intérieur affirme que l'explosion d'une grenade serait à l'origine de ces décès. Ces démobilisés, qui sont des ex-rebelles non réintégrés à l'armée ivoirienne, revendiquent à leur tour des primes de 18 millions de francs CFA, similaires à celles des mutins qui ont ébranlé la Côte d'Ivoire la semaine dernière. Nous demandons au chef de l'État que le montant, les primes qui ont été versées aux 8400 qui sont insérés dans l'armée, que ce même montant soit versé aux ex-combattants de la Suisse 39 qui sont encore dehors, qui ne sont pas encore insérés dans l'armée. Alors que le climat sécuritaire est encore fragile dans le pays, des armes auraient été découvertes au domicile de Soto Soul, directeur de protocole de Guillaume Soro, qui n'a pas voulu se prononcer sur le sujet. Ce mercredi, aux alentours de 9 h, le procureur général, au travers d'un communiqué, a invité toute personne détenant illégalement des armes à les déposer au plus tard le 31 mai sous peine de radiation. 7 ans après l'annonce de l'Académie nationale de football au Cameroun, ses premiers dirigeants viennent d'être nommés. Issa Ayatou est le président du conseil d'administration de l'ANAFoot et l'entraîneur des Lions Indomptables, Karl Enongachu, est le premier directeur général de l'Académie nationale de football, soulignant que cette nomination des dirigeants intervient au moment où l'opinion nationale s'interroge sur les infrastructures qui doivent abriter l'ANAFoot. L'ANAFoot qui a désormais ses dirigeants, Issa Ayatou, PCA de l'Académie nationale de football, mais aussi l'entraîneur des Lions Indomptables, Karl Enongachu, directeur général de cette Académie de football. Un public reportage avant l'entretien entre Alain Foka et le président ougandais Bassamba, qui est engagé sur la voie de développement dans le département du Ndé. Ce sont les élites, mais aussi l'exécutif municipal qui se sont engagés à développer cette localité dans le département du Ndé. Reportage. Bassamba est la dernière des unités administratives du département du Ndé, dans la région de l'Ouest Cameroun. Dans cette partie du pays, les populations vivent pour la plupart de l'agriculture, de l'élevage et du petit commerce. Au chapitre des véritables difficultés, figure en bonne place l'accès à l'eau potable. Nous avons ce problème récurrent d'eau dans Bassamba. Des efforts ont certes été faits ces derniers temps par les pouvoirs publics dans le domaine des infrastructures. Moisissant depuis belle lurette, dans ce bâtiment qui croupit sur le poids de la misère, la nouvelle mairie de Bassamba est un véritable joyau architectural. Pour le maire Fuya Rigobert, Bassamba est en marche. Passion parce qu'on a de la vision pour notre arrondissement. On ne va pas toujours rester village, on va pas toujours faire des projets comme si le village ne va pas évoluer. Cet arrondissement était devenu l'un des fleurons de l'insécurité galopante. Ceci à cause des malfrats qui dictaient désormais leurs lois. C'est pour barrer la route à ces malfaiteurs que les équipes communales que dirige M. Pierre Gobert avaient décidé de doter l'arrondissement d'un comité de vigilance. Il s'agit des mototaximens à qui il avait gracieusement offert des choisibles et casques. Pour moi est une occasion d'organiser ce corps de métier qui est celui de Ben Sigin, surtout en cette période d'insécurité. Et ça nous permet aussi de les sensibiliser. Le maire Pierre Rigobert ne s'est pas seulement limité au comité de vigilance. Ces derniers mois, il a également octroyé du matériel didactique aux écoles de son ressort de compétences. C'est un sentiment de joie. C'est un monsieur qui en a l'habitude. Vraiment, il soutient non seulement la jeunesse,
mais il soutient aussi l'éducation. Pendant de longues années, accéder à Bassamba, surtout en saison des pluies, était devenu un véritable chemin de croix à cause de l'état de la route. Le renouveau a finalement écouté les pleurs d'une population qu'on disait plongée aux confins des oubliettes en bitumant ce trajet qui facilite désormais l'évacuation des produits champêtres. Bassamba est également au rendez-vous de la célébration de la 45e édition de la fête de l'unité. Les forces vives sont venues nombreuses. Ballet et sketch ont meublé les premiers temps forts de cette célébration. Certains pistes Bassamba seront également décorés par le maître des lieux. La commune de Bassamba avait à sa tête le maire Fouillard Rigobert, procédera une fois de plus à la remise d'importants dons au centre de santé et au centre des affaires sociales. Tous ces matériels nous proviennent de l'État. Le lycée, l'hôpital, ces matériels nous proviennent du ministère du MINPAC via le PNDP. Le matériel pour le service social nous provient du BIC 2016. Nous l'avons voulu solennel. C'est une façon pour nous de magnifier les œuvres de l'État dans notre localité. La dernière articulation sera le défilé. D'abord les forces de maintien de l'ordre, les scouts, la Croix-Rouge, les écoles primaires et secondaires, les associations et le RDPC, unique parti politique ayant pris part à cette très grande parade. Je vous le disais en titre, la région des Grands Lacs est elle aussi confrontée à des conflits sociopolitiques qui plombent le développement économique des pays d'Afrique de l'Est. Le président ougandais Yoweri Museveni pose un regard critique sur la gouvernance du continent africain, mais aussi s'exprime sur l'avenir de la jeunesse africaine qui est de plus en plus nombreuse et exige l'amélioration de ses conditions de vie. Il s'exprime dans un entretien accordé à Alain Foucault. Je vous propose de les écouter. Il est aux affaires dans son pays depuis 1986. Il est présent dans la sous-région des Grands Lacs et on entend parler de lui à tout moment. En ce moment, il a dans son pays l'essentiel des réfugiés arrivés du Soudan du Sud. Nous recevons aujourd'hui dans ce magazine le président de la République d'Ouganda, Yoweri Museveni. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, bonjour. La première question que j'ai envie de poser est celle de dire, quand vous regardez l'état de, on va dire, de la paix et de la sécurité en Afrique, est-ce que vous pensez que cela a avancé ou que cela a reculé? Well, if you go back to 1970, at that time, there was more war or more potential war than now. At that time, there was war in Mozambique against the Portuguese. There was war in Angola. There was war in Namibia, in Southwest Africa. There was a potential conflict in South Africa. Of course, there were other wars in Sudan, in Eritrea, and Biafra, Nigeria. Now, many of those countries in Southern Africa are now peaceful. The ones where there's no peace are areas like South Sudan, Congo, Libya, Mali, Nigeria. So I think, generally speaking, there's now more peace than war if you compare with 1970, if you go to 1970. On a entendu les présidents africains à l'Union africaine en 2013 dire qu'on devait mettre un terme aux guerres en 2020. On a pris un objectif en disant plus de coups de feu en Afrique en 2020. On est en 2017. Est-ce qu'on n'a pas là la preuve qu'il y aura toujours des guerres, que les chefs d'État ont échoué? Well, as I said in my intervention here in the meeting, when we are talking about African problems, we should not talk about just one or two issues.
as we have said in our statement, we have a number of bottlenecks that must be dealt with at the same time, more or less. If we are going to have peace, but also have development and transformation. So I think if we take that line, we can bring peace. Maybe not in 3 years, but maybe in 4 or 5 years, we can bring peace in the whole continent. Because one of the problems is ideological. Why should people believe in tribal sectarianism? What use is it? How about religious sectarianism? Because these are the two causes of conflict, religion or tribe. If we understand that they are wrong, then we do other things, deal with other bottlenecks, we shall have peace in the Africa. But we must understand and isolate and highlight. On sait que la plupart de ces guerres, de l'idéologie comme vous dites, le sectarisme et le tribalisme, sont souvent utilisés par les leaders africains. Est-ce qu'il y a un moyen, on va dire, de retenir ces leaders africains, d'empêcher que désormais ils utilisent la tribu comme un outil, comme une arme pour rester au pouvoir? Where we need to expose this ideology, that it is wrong and against the interests of the people, and it has no logic. So we need to discredit it. It has not been discredited enough, that ideology. Alors, l'Ouganda est très présent dans les pays voisins. Au Soudan du Sud, en Somalie, l'Ouganda aujourd'hui reçoit beaucoup de réfugiés arrivant du Soudan du Sud et de Somalie aussi. Est-ce que vous intervenez pour ramener la paix dans ce pays-là? Parce que sinon vous serez débordés. But we work under the framework of IGAD, under the framework of the Great Lakes, together with others. But we can't work alone on this. We must work with others. But these refugees who come to Uganda, these are our people. We don't mind. They can. But we don't have enough of resources to. The international community brings resources. For us, we give them land, space where to stay. But of course, they suffer. But we manage. We manage. On a écouté il y a quelques semaines qu'il y a eu des incursions de rebelles, des rebelles du M23 qui sont entrés à RDC. J'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce que vous continuez d'intervenir militairement dans ce pays où, il y a quelques années, vous avez aidé à installer le président Laurent Désiré Kabila? That's not true. I never heard of that. So there's no rebel coming from Uganda to DRC? No, it's not true. There are a lot of problems in Eastern Congo, but they are there. They are internal. What do you think about the problem in Congo, the problem of Joseph Kabila, because you helped his father to arrive at the power? What are you doing with Joseph Kabila now? Yes, we assisted Laurent Kabila to come to power with Rwanda. Rwanda especially, the ones who were in the forefront. But that was because Mobutu was backing Interahamwe. It was not because we wanted to interfere in the affairs of Congo. It was in order to defend Rwanda against the Interahamwe. That's why we support. There were no minerals affairs on that time? Minerals? Yes. Minerals for what? In DRC. Looking for minerals? Yes. Oh, that is a lot of rubbish which you pick from the Europeans. There are a lot of minerals in Uganda. Why I have not mined the minerals in Uganda. Why should I go to look for the ones in Congo? All the minerals, if you don't know the geology of Africa, all the minerals in Congo are found in Uganda and in Tanzania. It's the same geology.
So why should I leave the minerals in Uganda and go to look for the ones in Congo? That is the malignment. Those are malignments by groups in the Western countries who think that Africans don't work for principles, they only work for money. It is actually a racist position. Supporting Kabila was not because we were looking for minerals. It was because of Rwanda. We were defending Rwanda. We have now sent our troops to Somalia. What are we looking for in Somalia? We don't even have a border with Somalia. So for us, we never work for profit. We only work for principles, for Africa. Aujourd'hui, vous êtes très préoccupé par le Sud-Soudan. On en a parlé ici, ici à Maïga, du Sud-Soudan, autour d'une grande réunion au forum, au Tana Forum. Qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour mettre fin à la guerre au Soudan du Sud? Here in the forum, it's exchange of ideas, but the negotiation is going on under IGAD. So that's where the solution will come from IGAD. IGAD is the one with the mandate. Here is just exchange of ideas, brainstorming. Quand on avance, c'est de plus en plus compliqué au Soudan du Sud. Est-ce que vous allez faire appel encore à une puissance étrangère où les Africains peuvent résoudre? Well, but there were countries which had a lot of problems. Uganda had a lot of problems, but it was stabilized. Liberia, Sierra Leone, there are so many examples where countries can be in problem but also recover. Even South Africa. South Africa was in a very big problem. Il y a quelque temps, vous avez découvert chez vous de grandes réserves de pétrole, d'importantes réserves de pétrole. On a vu les grandes compagnies arriver, Total et autres. Est-ce que vous ne risquez pas de commettre les mêmes erreurs que les autres pays qui ont eu du pétrole, que les grandes nations africaines qui ont obtenu du pétrole? Comment vous vous organisez pour exploiter votre pétrole? No, we cannot do that. We cannot do that because our ideology is totally different. We say the resources are for the population, and that oil will be, the money from oil will not even be put in the normal budget. It will be put on a special account to deal with infrastructure and some few strategic areas, and then invest that money so that it produces more money. There's no way the money of Uganda will be misused. No way. Est-ce que vous avez les ressources humaines pour pouvoir, on va dire, éviter les écueils, les ennuis qu'ont eu les autres pays avec leur pétrole? Yes, that's what we started with. In 1986, Shell BP wanted to look for oil in Uganda. I checked in the ministries whether there were people who knew anything about oil. There was nobody. So I refused to discuss with the Shell BP and told them to go away and sent our people to do training first. They came back in 1989. They are the ones who looked for the oil. It was not the oil companies, it was our people. Because we trained them first. In 1986, we looked for young people with Bachelor of Chemistry, Bachelor of Geology, Bachelor of Physics, and then we sent them to do masters in petroleum studies. We sent many of them to Imperial College London, to the University of Aberdeen, to India. Now when they came back, they are the ones who discovered that oil. We only brought in the companies to drill because we didn't have the money for drilling. That's when the companies came in, but they came in to look for oil where we were already sure. But how can you explain that the company couldn't see the petrol during a long time and your people see the petrol? The British
looked for the petroleum from 1920 to 1956 when they gave up. But I think technology had improved. So when we trained our people and we gave them equipment, then they were able to see the oil. Cela veut dire que ce n'était pas volontaire de la part des autres de ne pas trouver. I think that time the technology was not so advanced because they looked for the petroleum from 1920 up to 1956 when they wrote in the file that there was no petroleum. Because the petroleum of Uganda was seeping through the soil. You could see it on the surface. You could see it in, we call it seepage. Seepage meaning seeping out. But they concluded that maybe petroleum was there, but evaporated, disappeared. But when our people started looking for the petroleum in 1989, they found it. And then we called the oil companies to come and drill, to confirm. Vous avez fait 5 mandats. Aujourd'hui, vous atteignez, selon les termes de la Constitution, vous faites votre dernier mandat. Est-ce que vous allez partir? Est-ce que vous allez laisser le pouvoir? Et certains disent que vous voulez laisser le pouvoir à votre fils. But how can I don't have power to give to anybody. I can give my cows. I have my cows. I can give my cows to people. But power belongs to the people. The people are the ones with the power. So anybody who wants power must go and ask them. They are the ones to elect him, not me. Me, I have only one vote. Mais dans d'autres pays, on a vu les chefs s'organiser pour passer le pouvoir. That's not our way. For us, we are freedom fighters. We are not. We are not people looking for power. Power. Maybe what I should tell you is that in 1971, I was a young civil servant in the government, but I resigned from the government to go and fight. So I left government to fight, 1971. 1980, again, I left normal life to go and fight. So for us, we don't think about position. We think about mission. Because positions, we abandon them to go and fight for freedom. Alors, on va terminer cet entretien, mais je m'en voudrais de terminer sans évoquer le Burundi où vous intervenez. Réellement, vous êtes l'un des principaux médiateurs du Burundi. Est-ce qu'on avance vers une solution au Burundi? Est-ce que vous pensez qu'on va sortir de la crise au Burundi? The solution for Burundi's negotiations, President Mkapa is the facilitator. So we are going to have an East African summit. He will brief us how far he has gone. But negotiations is the only way for them. They have no other way, because otherwise their country would be in problems. But let's wait for the summit and hear what President Mkapa briefs us. Okay, you are always coming here to Tana Forum. Why Tana Forum? Do you think it is the place to negotiate now, to think about peace and security? This is not to negotiate. Here it is not to negotiate. Here it is to think, to exchange, to brainstorm. It's good. It's a good forum to exchange ideas with academicians, business people, political leaders. Africa needs a think tank, and this is one of them. Thank you very much, Mr. President. Merci beaucoup. Cet entretien est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis et restez à l'écoute de nos programmes. À très vite. Vous l'avez suivi, l'entretien avec le président ougandais
Entretien mené par Alain Foka. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à ne pas manquer ce rendez-vous sur Equinox Télévision ce soir. 237 le débat est consacré à l'analyse et au décryptage approfondi des résultats de l'enquête sur le drame ferroviaire des ECA, les implications politiques, économiques, les batailles judiciaires qui vont naître, mais surtout les non-dits des résultats de cette enquête menée par la commission Young. C'est à suivre dans 237 le débat ce soir, à émission présentée par Duval Fangwa. Merci de rester sur Equinox Télévision.